Comment vendre uniquement par email? On invite dans ce nouvel épisode Thomas Olivier qui va nous expliquer comment il vend l'ensemble de ses produits, formation, coaching, outils marketing, uniquement via sa newsletter quotidienne. On va voir avec lui la puissance du contenu quotidien, pourquoi il a changé de business model en passant d'agence à indépendant, comment s'affranchir des règles en marketing. Il va nous donner notamment l'exemple de la vente d'une formation courrier papier. Et enfin, Thomas va nous dire pourquoi il utilise un ton décalé dans tout ce qu'il fait. À la suite de cet épisode, je vous invite à noter 5 sur 5 les héros de la vente, à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir ma veille décalée sur la vente, à bien sûr aller visiter notre site web vive.fr pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner, progresser, à télécharger notre playbook si vous voulez construire votre machine de vente. Et n'oubliez pas, dans la vente, tout le monde veut être un héros, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. C'est déjà un bon début si vous écoutez ce podcast. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et service client à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hubspot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Olivier. Thomas, bonjour. Salut Alexandre. Thomas, je vais te demander de te présenter comme tous les invités des héros de la vente. Donc à toi la parole. Eh ben écoute, déjà merci de ton invitation. Quand on me demande de me présenter, j'ai l'habitude de dire que je fais du marketing et que j'aide les gens à faire la même chose tous les jours. Donc c'est comme ça que je vais me présenter. D'accord, donc toi tu aides des clients à faire du marketing, c'est ça? C'est ça, je suis marketeur et infodivertisseur. J'aime bien utiliser le terme infodivertisseur, on y reviendra si tu veux. Mais l'idée, effectivement, c'est ça, c'est que je me définis comme un marketeur parce que c'est mon cœur de métier, donc je prends en charge le marketing de mes clients. Et puis à côté de ça, je partage du contenu sur le sujet, notamment à travers des emails que j'envoie tous les jours. Ok, on va parler de tout ça. Alors je sais que c'est un sujet dont tu voulais parler peut-être pendant l'interview, mais je préfère l'aborder tout de suite. Toi, tu étais à la tête d'une agence avant d'être à ton compte, avant d'être indépendant. Est-ce que peut-être avant qu'on parle du sujet du jour, est-ce que tu peux m'expliquer cette transition d'agence à indépendant? Pourquoi tu as changé un peu de business model et quels avantages tu y trouves ou quels inconvénients tu y trouves? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Yes, bien sûr. Donc effectivement, moi j'ai lancé une agence web marketing, donc on était vraiment dans du web marketing, donc pas mal la création de sites internet, le référencement, de la création de contenu, des blogs, des choses comme ça. Et donc j'ai lancé ça en 2015. À l'époque, j'étais encore en études, donc c'était en parallèle de mes études que j'avais lancé ça. Et puis, plus ça a été, si tu veux, avec le développement du truc, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de charges, pas forcément charges financières, j'entends, mais des charges de manière générale, donc des charges mentales, et je faisais de moins en moins de marketing. Et moi, ce qui m'éclatait, ce qui me faisait kiffer au quotidien, c'est de faire du marketing opérationnel. Et j'en faisais de moins en moins, et je gagnais pas forcément beaucoup plus, puisqu'il faut aussi parler d'argent. Je gagnais pas forcément plus, on faisait plus de chiffre d'affaires, et tu te retrouves à devoir aller chercher des affaires qui sont pas forcément hyper intéressantes, de faire en fait de l'alimentaire, non pas pour gagner plus forcément, mais pour faire en sorte que tu puisses payer tes salariés à la fin de l'année. Et à la fin du mois déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, tu vois, dans ma tête, c'est installé une sorte de fatigue, une sorte d'usure permanente. Et arrivé au bout d'un bout de temps, donc c'était surtout un été, puis j'ai commencé à écouter des mecs comme des gens comme Stanislas Leloup, Antoine BM, des gens comme ça dont on parlait en off. Et tu vois, ça m'a ouvert un peu l'esprit de me dire, ok, si ça se trouve, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une grosse société, on n'est pas obligé d'avoir 40 salariés pour réussir en fait dans l'entrepreneuriat et dans le milieu du marketing. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur un business model qui pouvait être différent. Et j'ai eu la bonne idée de faire de
effectivement d'abandonner l'agence. Donc ça a commencé par le podcast. J'ai lancé mon podcast, je crois que ça devait être en septembre ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, j'ai mis en place le fait d'arrêter l'agence complètement, donc de plus avoir de salariés, de plus travailler sur un business model agence, c'est-à-dire de plus faire de la création forcément de sites internet en échange d'une rémunération, des choses comme ça. Donc j'ai tout changé. J'ai eu la bonne idée de le faire avant la crise du Covid-19, donc ce qui m'a évité à mon avis pas mal de soucis qu'ont pu rencontrer certaines agences au niveau des salariés et tout ça. Je pense que ça aurait été galère. C'est pas du génie, c'est du hasard. Mais du coup, voilà ce qui s'est passé. Alors, je te passe les détails des galères que j'ai pu avoir avec mon associé de l'époque, où ça s'est pas bien fini du tout. Mais voilà. Et en fait, la motivation principale, c'était de se dire, si j'ai envie, si ce qui me fait kiffer, c'est de faire du marketing, il faut que je trouve un moyen de le faire vraiment, en fait. Et quand tu diriges une entreprise, plus cette entreprise grossit, t'es pas trop mal placé pour le savoir. Plus ça grossit, finalement, moins tu fais le pourquoi tu as lancé l'entreprise. En l'occurrence, moi, c'était du marketing, c'est-à-dire que tu fais plus de la gestion de ressources humaines, du management, de l'administratif et toutes ces conneries qui, moi, me font pas du tout rêver. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai changé, pour passer dans un modèle de consultant. J'avais fait un épisode du podcast, d'ailleurs, sur ce sujet, où j'expliquais un peu la démarche. Et du coup, maintenant, je suis plus... alors, j'aime pas trop le terme consultant, parce que c'est pas exactement ce que je fais. Je trouve que consultant, ça fait un peu... je vais t'expliquer, je vais te donner des conseils. Là, c'est plus maintenant, je suis marketeur et en fait, j'externalise un peu cette fonction-là chez mes clients. J'ai 3-4 gros clients qui me permettent aujourd'hui pour lesquels je gère l'intégralité du marketing et je ne fais que ça. Et à côté de ça, il y a la partie donc formation en ligne et formation papier qu'on abordera éventuellement, mais qui représente une petite part de mon chiffre d'affaires actuellement. Ouais. Ça fait une grande réponse. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais c'est intéressant, on va en parler. Juste question pratique, ton agence, tu l'as fermée ou tu l'as léguée ou vendue à ton associé Non, ouais, c'est une bonne question. Non, effectivement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé l'entité juridique, donc l'entreprise en elle-même, et je l'ai transformée. Donc, il y a certains clients j'allais dire, on s'est débarrassé, c'est pas un joli mot, mais on a annoncé qu'on continuait plus les prestations qu'on faisait pour eux. Donc, ce qui m'a permis aussi, mais ce qui est pas anodin, je réutilise le terme de se débarrasser, de se séparer de certains clients qui rapportent finalement pas grand-chose, mais qui causent beaucoup d'ennuis. Le fameux 80-20, 80% des emmerdes et 20% du chiffre d'affaires. Donc, on a pu ça m'a permis de me débarrasser de tout ça. Mais par contre, j'ai gardé l'entité juridique. J'ai pas monté une autre société. J'ai eu la chance de pouvoir partir avec ça et du coup de partir notamment avec les plus gros clients de l'agence pour me lancer. Donc, j'ai pas tout recommencé à zéro non plus, ce qui est un bel avantage et ce que j'aurais peut-être pas pu me permettre d'ailleurs. Donc, ce qui a facilité aussi cette transition, je pense. Ok, donc en gros, tu as repris les parts de ton associé et tu t'es séparé de tes salariés, c'est ça? Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ok. Écoute, c'est intéressant tout ce que tu dis parce que hier, donc j'ai enregistré un épisode avec Thibault Louis et on a parlé beaucoup du concept de la marque personnelle, donc ce qu'il appelle en anglais the company of one, qui explique un peu staying small is the next big thing, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui, comme tu l'as dit, reviennent un peu sur des fondamentaux de faire des choses seuls, d'être rentable et de pas forcément vouloir grossir à chaque fois, recruter, faire entrer des investisseurs et toujours chercher la croissance pour la croissance et s'y perdre en fait. Et finalement, de faire des choses qui nous plaisent, d'être payé pour ce qui nous plaît et là où on est bon. Donc c'est ce que tu fais avec le marketing et trouver finalement un peu un bien-être parce que tu peux mieux gérer ton temps. Ton temps n'est pas accaparé par des tâches administratives ou du management ou des ressources humaines. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs d'ailleurs que j'invite dans ce podcast, mais sans forcément le vouloir, qui sont un peu dans la même situation, qui trouvent cette voie-là. Et alors la particularité de ces entrepreneurs et peut-être de ce concept aussi de The Company of One, c'est que la plupart vont créer ce qu'on appelle un actif médiatique. Donc toi, c'est le podcast ou une newsletter. Pour d'autres, ça va être un blog, ça va être une chaîne YouTube. Et c'est ce qu'a fait Stan Leloup, par exemple, avec sa chaîne YouTube. Et en fait, cet actif médiatique, ça te permet de fédérer des fans, une communauté, à qui tu vas pouvoir vendre des services. Et t'as pas besoin forcément de millions de fans. Tu peux en avoir 100 et ça peut suffire à
à vendre une formation, à vendre du consulting et à vivre et avoir ce dont tu as besoin pour vivre. Et ce concept-là, je le trouve vraiment hyper intéressant et on va essayer de le développer dans ce podcast. T'en as entendu parler un peu de ce concept de The Company of One? Yes, bah, y a un bouquin qui doit Oui. s'appeler comme ça et qui est sorti, que j'ai pas lu, pour être très honnête, mais effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que y a de plus en plus de gens qui tendent à travailler tout seul. Alors quand on dit travailler tout seul, il y a plein de partenaires, hein, moi autour de moi. Je peux pas tout faire tout seul au sens large, mais je veux dire qu'on a une société individuelle, quoi. Et je pense que c'est un truc qui va pas s'arrêter, qui va même exploser. Et je parle même pas de, tu vois, des auto-entreprises, genre les livreurs, Deliveroo, les trucs comme ça, qui vont être considérés comme tels, mais avec un modèle différent. Mais tu vois, même sans parler de ça, t'as de plus en plus de mecs qui préfèrent, enfin de mecs ou de filles, peu importe, mais qui préfèrent travailler tout seul parce que tu te rends compte que finalement c'est pas forcément moins bien, même si globalement ce qu'on apprend à l'école, en tout cas ce que moi j'ai appris à l'école, c'est plutôt à bosser dans des grosses boîtes et à tous ces trucs là. Donc je ne peux qu'être d'accord avec toi. Ouais, il y a une notion aussi quand tu construis un peu cette marque personnelle et un peu ce que Stan Leloup dit, son empire dans son sac à dos, c'est à un moment donné de réfléchir à comment pouvoir être scalable dans une activité personnelle. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vends une formation en ligne, par exemple, les gens en fait vont pouvoir s'abonner, payer pour avoir accès à ta formation. Et toi, c'est pas du temps de travail que tu vends, c'est un peu peut-être la différence avec le freelancing où finalement tu vends un temps de travail et du coup tu vas être limité en termes de mission. Ouais, et donc là, tu nous expliques par exemple qu'aujourd'hui tu fais du marketing pour 3-4 clients, mais à côté de ça, tu développes quand même des formations en ligne et en papier, on va en parler encore une fois. Et c'est ça qui va te permettre petit à petit d'avoir une activité où tu vends tes heures de travail, mais une autre activité à côté où tu vends de la connaissance et cette connaissance-là, tu peux la vendre à beaucoup plus de personnes, quoi. Bah ouais, complètement. Et tu vois, ça fait partie un peu des axes de réflexion que j'avais au moment où j'ai complètement, je sais pas si on peut dire péter un câble, c'était un pétage de câble à peu près contrôlé. Mais par rapport à l'agence, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de se dire, OK, comment je peux désindexer mes revenus du temps que je vais y passer. Et donc, effectivement, les formations en ligne, c'est typiquement ça. C'est que tu fais ta formation en ligne, ce qui va, allez, pourquoi pas te prendre une journée, tu vois, à la limite. On pourrait même dire une semaine, peu importe, mais tu vas bosser une journée à fond, et puis tu vas vendre ton produit, et s'il y a 100 personnes qui l'achètent, ce sera la même charge de travail que s'il y en a qu'une seule qui l'achète. Donc ça, effectivement, c'est très cool, et c'est ce qui permet d'exploser des performances rapport au temps que tu vas y passer. Maintenant, tu vois, j'en suis plus ou moins revenu, ce qui est marrant, parce que c'était vraiment ce qui m'avait motivé de se dire ce système-là, c'est sympa, on peut faire des trucs incroyables. Et en fait, j'en suis revenu parce que je me rends compte que j'ai besoin de toucher au marketing, j'ai besoin de le faire vraiment, parce que sinon, déjà, j'ai l'impression d'être un escroc, c'est-à-dire que j'ai l'impression de vendre des formations sur des sujets que je ne pratique jamais au quotidien, ce qui a, à mon avis, pas beaucoup de sens, de valeur, et ce qui, du coup, se rapproche un peu de l'escroquerie. En tout cas, moi, je le ressentirais comme ça. Donc j'ai besoin de faire du marketing. Et pour faire du marketing, pour le coup, tu es obligé d'échanger un peu ton temps, bien qu'aujourd'hui, je tarife davantage à la valeur qu'au temps. C'est-à-dire que j'aime pas du tout l'idée de dire ok, pour faire telle mission, je vais passer 3 heures dessus, je tarife à 500 € de l'heure, donc ça fait 1500 €. J'ai pas du tout cette approche-là et cette logique-là. Je suis vraiment dans une approche de dire, ok, moi, mon objectif, ça va être, l'objectif qu'on se fixe avec le client, c'est d'atteindre tel chiffre d'affaires, c'est de développer ci, développer ça. Et en fonction de ça, je vais tarifer un prix qui va pas du tout être indexé, en tout cas qui est pas indexé à l'heure, au temps que je vais pouvoir y passer. Donc, j'utilise pas cet argument-là, même, tu vois, sur un contrat de travail, dire aux gens, tu vas être payé tant pour faire 35 heures de boulot, je trouve que ça a absolument aucun sens. Mais finalement, je suis plus dans cette quête du produit à vendre en ligne qui va désindexer mon temps à l'argent que je vais gagner, parce que j'ai besoin un peu du terrain, j'ai besoin de faire et j'ai besoin de pratiquer. Donc d'y passer du temps fatalement, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais, mais de toute façon, en fait, quand tu veux faire ce que tu dis, c'est-à-dire désindexer ses revenus par rapport au temps passé, donc scaler une activité, l'un des premiers conseils qui est paradoxal, mais pour pouvoir faire ça, c'est d'abord de faire des choses
qui ne peuvent pas être entre guillemets scalés. C'est ce que dit souvent Oussama Ammar, c'est do things that don't scale. Même quand tu crées une startup, un produit comme Uber et que tu veux que tout le monde l'utilise et que toi ça te coûte pas plus de temps en termes de travail, il faut d'abord faire des choses manuellement pour déjà, comme tu le dis, garder le contact avec le client, la réalité du terrain. Et donc c'est toujours un équilibre en fait. Hein. Tu fais jamais des choses qui sont complètement automatisées. Et tu vois, Tim Ferriss, qui est un peu le gars qui a théorisé ça dans son bouquin, travailler 4 heures par jour ou 4 heures par semaine en fait. Heures, ouais. La semaine de 4 heures, voilà. En fait, c'est peut-être un des gars qui travaille le plus, tu vois. Oui, mais c'est sûr, complètement. Qui passe son temps à faire plein de choses, à faire des centaines d'épisodes de podcasts, des bouquins, mais en fait, pour faire ça, tu as besoin de travailler. Donc, tu vois, c'est toujours un équilibre à avoir. Oui, non, mais carrément. Puis la semaine de 4 heures, tu vois, c'est une autre de mes influences qui m'a mis le coup de pied au cul pour dire, bon allez, faut agir, faut faire autrement, quoi. Faut arrêter de travailler comme un chien juste pour un truc qui te fait pas kiffer, quoi, tu vois. C'est ça. En fait, l'idéal, c'est un peu quand tu trouves ton équilibre, ce que certains appellent l'ikigai, c'est que quand t'as plus l'impression de travailler, quand tu fais des heures et des heures et que t'as plus l'impression de travailler. Et donc, ça m'amène au sujet du jour, parce que c'est sans doute ce que tu arrives à réaliser aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, c'est l'email, et notamment comment vendre uniquement par email. Et on va voir avec toi que l'email, ça reste finalement un canal de vente hyper efficace et dont on peut rarement se passer. Alors, pourquoi toi, tu as voulu nous parler de ce sujet spécifique ? Écoute, parce que déjà, j'aime bien parler des trucs que je connais et que je maîtrise un peu. Il vaut mieux. En l'occurrence, l'emailing, c'est un sujet que j'ai appris à bien maîtriser et où je me considère comme parfaitement légitime puisque j'en envoie pas loin je suis presque à 1 millier d'emails par an. Wow. Alors, pour moi et les clients dont je me charge du marketing, j'approche à peu près ces 1000. Alors, j'y suis pas encore. Je n'ai encore jamais envoyé 1000 emails en une année, mais je m'en rapproche. Et pas impossible que j'y arrive cette année. Mais passer ce chiffre-là, c'est juste pour poser, tu vois, un truc qui est hyper important pour moi, c'est la légitimité d'une personne sur un sujet. Et moi, je considère que la légitimité de l'email, je l'ai pas acquis parce que j'ai fait telle ou telle étude, parce que j'ai bossé pour telle ou telle boîte, ou parce que j'ai fait X ou Y. C'est simplement, je les envoie tous les jours, les emails. Donc, j'estime avoir une légitimité sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, aujourd'hui, mon business tourne uniquement autour de l'email. C'est-à-dire que j'envoie donc un email par jour. Donc, déjà, je le fais quotidiennement. Ce qui explique pourquoi j'arrive à des chiffres qui sont élevés au niveau de l'envoi d'email. Et je ne vends mes produits que comme ça. Donc, par produit, j'entends les fameuses formations en ligne, mais également donc la formation papier dont on parlera tout à l'heure, et un petit peu moins mes prestations de marketing externalisé, ce qu'on va appeler du marketing externalisé, dans la mesure où, en général, je cherche pas de clients sur ces sujets-là. Les gens viennent et en général, ils restent avec moi et je me sépare assez rarement de ces clients-là. Donc au final, j'ai pas de turnover sur ces business-là, enfin, sur cette activité-là. Mais tout le reste est vendu par email. Et je considère aujourd'hui, et quand je fais un peu de coaching, consulting, si tu veux, où je vais conseiller les gens, en général, ce qui rapporte le plus de résultats, c'est l'email. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un a un business et ne fait pas d'email, je suis sûr et certain que demain, je bosse avec lui, on passe 2 heures ensemble, il envoie un email dans la semaine, peu importe la régularité, tu vois. Il envoie des emails, je suis sûr et certain que son business explose. C'est quasi mathématique, je n'ai pratiquement jamais vu l'inverse. Quand je dis pratiquement, ça veut dire que ça arrive aussi de temps en temps, mais pour des raisons qui en général sont assez spécifiques. Un business qui est carré, qui tourne aujourd'hui, et ben si tu rajoutes de l'email, il tournera mieux. C'est mathématique. Donc c'est un truc dont je suis convaincu à partir du moment où on le fait d'une certaine manière. Parce que moi j'ai une façon de faire de l'emailing qui est un peu spéciale, un peu tordue, et qui conviendrait très clairement pas à tout le monde. Mais ça, c'est mon style. Et au final, c'est pour ça que je me bats pour faire entendre l'email, parce que depuis que je me suis lancé là-dedans, j'entends que l'email c'est ringard, que l'email c'est un truc qui est plus du tout à la norme. Aujourd'hui, il faut faire du WhatsApp, j'ai entendu des trucs de fou. Hein. Mais au final, ce que je constate, c'est que c'est encore, non seulement c'est ce qu'il y a de mieux, mais en plus de ça, c'est à des années-lumière de tout le reste. Alors après, chacun son truc.
Mais très clairement, c'est ce qui, à mon avis, a le plus de chances d'apporter des résultats aux gens et à très court terme. Non, mais c'est vrai que bon, t'as dit beaucoup de choses. On va revenir sur tout ce que tu as dit. Mais c'est vrai que l'email, ça reste. Alors j'ai plus la stat en tête, mais ça reste l'outil d'acquisition qui a le plus fort ROI, retour sur Ouais. investissement. C'est-à-dire que ça te coûte très peu. En fait, ça te coûte du temps. Mais envoyer 10 ou 1000 mails, ça va pas te coûter plus cher. Sauf si, bien sûr, tu utilises un outil payant pour envoyer des emails. Mais moi, j'utilise un outil gratuit, tu vois, pour envoyer mes emails et ça marche très bien. Et par contre, le retour sur investissement va être très important. Alors bien sûr, comme tu le dis, on va essayer de trouver un peu les tips pour envoyer des bons emails et peut-être le plus dur aussi de manière très récurrente. Mais c'est vrai que moi, par exemple, les newsletters, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et à me dire bon, c'est pas parce qu'on va envoyer des newsletters que ça va marcher. Mais en fait, j'étais en mode, pour moi, newsletter, c'était envoyer du spam et de la pub. Et encore une fois, non, il faut envoyer de la valeur et du contenu à forte valeur ajoutée. Et quand les gens s'abonnent à ta newsletter, c'est que il y a de la valeur ajoutée. Et quand tu arrives à faire ça, c'est plus du spam. Et toi, tu arrives à faire ça quotidiennement. Alors, tu fais partie de ces gens-là qui arrivent à envoyer des mails quotidiennement. Moi, déjà, un mail par mois, j'avais du mal. Maintenant, je me suis mis un mail par semaine. Alors, je pense que c'est des schémas mentaux, hein. Ouais. Mais déjà, voilà, qu'est-ce que toi, tu as trouvé dans ces mails quotidiens? Comment tu arrives à envoyer des mails quotidiens? Et quel ROI tu trouves là-dedans? Quelle est la puissance, selon toi, de ce contenu que tu arrives à envoyer quotidiennement? Waouh, ça fait beaucoup de questions. Ça Déjà, fait, j'ai le cerveau qui part en freestyle sur une question. Bon, déjà, comment tu arrives à envoyer un mail par jour? Ça, c'est assez fou, je trouve. Alors, ça, c'est typiquement, tu vois, la question que tu poses quand tu le fais pas. Et une fois que tu le fais, c'est plus une question que tu te poses du tout. Ça n'a rien de plus difficile. Moi, il y a des trucs qui me paraissent insurmontables. Moi, les gens qui postent une vidéo par semaine sur YouTube, je trouve que enfin, pour moi, c'est waouh. Je me dis, ces gars-là, ils sont hyper sérieux. Donc, en fait, c'est juste que ça paraît insurmontable de le faire quand tu regardes comme ça. Tu te dis, il envoie un email par jour. Moi, j'ai encore des gens qui me posent cette fameuse question. Mais comment tu fais? C'est incroyable. Alors que sur le fond, c'est pas du tout compliqué. Moi, tu vois, aujourd'hui, écrire l'email, ça me prend, en moyenne, ça me prend une vingtaine de minutes, correction comprise. Donc au final, c'est pas du tout insurmontable et tout le monde peut parfaitement le faire. La difficulté, c'est effectivement de commencer en fait et de pas te mettre dans la tête de dire je vais envoyer un email par jour. Moi, le challenge que je donne aux gens en général, c'est d'envoyer un email par jour pendant 30 jours. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas te rendre compte que alors déjà tes performances vont exploser si tu le fais à ma méthode. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième truc, c'est que ce n'est pas insurmontable d'envoyer un email par jour. Alors attention, je précise quand même que je prends mes week-ends, donc ça fait 5 emails par semaine, parce que le samedi, dimanche, j'en envoie pas. Mais il n'y a pas honnêtement, il n'y a pas, faut pas me considérer comme quelqu'un de plus fort ou de quoi que ce soit, parce que j'envoie un email par jour. Il n'y a pas il n'y a rien à tirer de ça. Envoyer un email par jour, c'est parce que moi, ça me correspond et que je considère que plus tu envoies d'emails, plus tu fais de ventes. Ce qui est un truc assez contre-intuitif parce que les gens entendent dans l'email, ils entendent spam. Mais tu l'as dit très justement et je pense que tu as raison. Beaucoup de gens considèrent que envoyer des emails, c'est envoyer de la pub, ce genre de conneries, tu vois, ou envoyer des actualités bidons dont tout le monde se fout. La réalité, elle est assez différente et que si tu fais comme ça, tu pourras envoyer autant d'emails que tu veux, ça va pas marcher. Tu vois. Les exemples, c'est les emails Sephora. Tu vois. J'ai rien contre Sephora. Je prends cet exemple-là au hasard parce que ça parle à tout le monde. Ils vont t'envoyer des mails pour pousser leurs parfums, leurs produits, leurs machins. S'ils font ça tous les jours, les mecs, ils vont te faire péter les plombs. Tu vois, c'est évident. Moi, j'ai une façon d'envoyer des emails pour que, bien sûr, j'envoie de l'information aux gens. Je vends à l'intérieur de tous mes emails. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et en plus de ça, j'essaie de leur faire passer un bon moment. C'est-à-dire que quand ils lisent mon email, ce qui va leur prendre 5 minutes, j'essaie que les 5 minutes, ils les kiffent. Et c'est pour ça que je me considère comme un infodivertisseur, comme je t'ai dit en introduction, parce que je fais de l'infotainment. L'infotainment, c'est ce que fait Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier, tu vois. Tu prends celui que tu préfères. C'est une émission dans laquelle on te donne de l'information, tu as de l'information. Alors des fois c'est de l'information plus ou moins intelligente, mais c'est de l'information. À l'intérieur, tu as un mec qui vient faire sa promotion, donc il y a de la vente, il y a un phénomène de vente, et il y a Laurent Baffy qui met des tacles à tout le monde.
et ça veut dire que tu vas bien te fendre la gueule. Et ben c'est ça aujourd'hui que j'essaye de faire dans mes emails, c'est ça le modèle que moi je pousse et que je considère que beaucoup de gens devraient faire parce que ça a un succès incroyable. Mais la performance d'envoyer un email par jour, pour revenir à ta question, t'as vu comment je suis parti trop loin? Eh ben, c'est pas du tout une performance en soi, c'est comme tout, c'est-à-dire que ça paraît insurmontable avant de le faire, et au final, ça se fait très très bien. C'est exactement la même question que tu peux poser à des mecs qui font des Ironman, ou tu vois, des trucs comme ça, des performances sportives incroyables. Bah, franchement, moi, aujourd'hui, si tu me dis, je sais pas, courir 10 kilomètres, ça me paraît déjà énorme. Et quand tu auras couru 10 kilomètres, bah, tu vas te dire 42 kilomètres, c'est énorme. Et quand tu auras fait le marathon, bah, tu te diras, ah ouais, bah 180 kilomètres, c'est énorme, tu vois, les trucs de fous qu'ils font certains. Et quand tu l'as fait, bah tu te dis, bah ok, voilà, en fait, c'est comme un sport d'endurance, tout le monde peut le faire, ça dépend de ton rythme, et ça dépend juste de décider de le faire. Après, bah si t'es pas à l'aise à l'écrit, par exemple, il est évident qu'envoyer un email par jour, ça va te poser un souci. Mais c'est l'écrit qui va, parce que c'est pas ton format, tu vois, ça correspond pas à tout le monde. Quand je dis, il faut que tout le monde fasse de l'email, il y a des gens, l'email, c'est pas leur truc. Si ton truc, c'est de faire le malin sur YouTube, bah, tu seras bien meilleur en allant sur YouTube, enfin en vidéo, que à faire le malin dans un email. Donc, il n'y a pas de performance et il n'y a pas de secret. Faut juste commencer et puis bah, tu verras bien si tu t'y sens bien ou pas. Et moi, j'ai kiffé le truc, donc j'ai continué ce format-là. C'est vraiment ça le seul message. Ouais, bien sûr, faut se connaître effectivement avant de se lancer dans ce genre de pratique. Et effectivement, peut-être que pour certains, le podcast sera un format plus adapté parce qu'ils préfèrent parler. Pour d'autres, effectivement, la vidéo, ce sera mieux. Après, il y a ceux qui ont envie de se lancer, mais peut-être leur première interrogation, c'est comment tu trouves l'inspiration. Tu sais, c'est un peu la peur de la page blanche. Alors j'imagine, tu vas me dire, bah, plus tu pratiques et plus tu trouves de l'inspiration. Est-ce que toi, tu as des petits tips pour trouver une inspiration sur ton sujet qui est donc le marketing? Oui, bah t'as bien résumé. Déjà, plus tu fais, plus t'as d'inspi. C'est un peu la même histoire. Maintenant, les petits tips. Alors non, il y a pas réellement de tips. Moi, je suis pas trop dans les hacks ou des trucs comme ça. Je prends déjà beaucoup de notes. Et je consomme pas mal d'informations. Donc évidemment, si tu veux parler d'un sujet tous les jours, bah, il faut que le sujet, a priori, t'intéresse un peu. C'est une première base. C'est-à-dire que si ça te gonfle, si tu bosses sur un sujet qui t'intéresse pas, ça va être un peu plus laborieux et pénible. À partir du moment où tu kiffes un peu le truc, il paraît pas complètement idiot de penser que tu vas te renseigner, tu vas consommer de l'information au sens large sur ces sujets-là. Donc moi, je vais pas mal me renseigner sur ce qui se fait, et tu vois, je suis le genre de type, j'avais envoyé un email là-dessus, pourquoi je jappe pas à la mi-temps, pourquoi je vais pas pisser à la mi-temps du match de foot. Je crois que c'était ça le titre de l'email, parce que moi, regarder les pubs, ça me fait kiffer. Tu vois, j'essaie de comprendre comment les mecs essaient de fonctionner. Pareil, j'ai pas d'autocollant, non pas de pub dans mon immeuble. Tu vois, je suis le seul mec où la boîte aux lettres, il n'y a pas l'autocollant stop pub. Tu vois. Donc moi, je consomme ces trucs-là et ça me fait kiffer, ça me fait marrer. Donc j'ai toujours ce raisonnement-là, donc je suis assez ouvert là-dessus. Et ensuite, je prends des notes. Donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Bear, qui de mémoire est uniquement disponible sur les produits Apple. Mais c'est une application absolument géniale et qui va me permettre en fait de classer par sujet. Donc par exemple, tu vois, je vais avoir un sujet auteur ou artiste, enfin la personne qui est à l'origine du truc, un truc format pour savoir si c'est un podcast ou si bah, c'est une publicité ou quoi que ce soit. Et ça me permet de facilement. Et ensuite, pardon, un truc sujet qui va me permettre de classer bah, si ça parle de publicité Facebook ou si ça parle de X ou de Y. Et du coup, ça me permet de retrouver très facilement de l'information. Et donc, quand j'ai une idée d'email, souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir soit une idée de titre absolument géniale. Tu vois, par exemple, bah, pourquoi je vais pas pisser à la mi-temps du match de foot? Je trouve que c'est un super titre. Donc, les gens vont forcément cliquer, tu vois, sur ce type de titre. Et j'ai pas forcément derrière le contenu qui va derrière. Donc, faut pas se forcer à se dire j'ai un super titre, faut que je trouve un truc à mettre dedans. Je note le titre, et puis bah, le jour où dans ma tête ça fait tilt et de dire ok, bah, sur ce titre-là, je peux tchatcher sur ce sujet, et ben ça marche, tu vois. Il y a pas besoin, faut pas se forcer en fait. Et les idées après, bah tu les accumules. Et honnêtement, si tu connais un peu ton sujet, donner une petite information par jour, c'est pas très compliqué. Après, bah t'as toujours les gens qui vont te dire ouais, ça va forcément être redondant ou des trucs comme ça. Tu te rends compte qu'au final, des idées, t'en as beaucoup plus qu'une par jour, et que la plupart des idées, tu les oublies. Donc le seul tips, s'il en est un, c'est de noter. Faut noter, dès que tu as une idée, tu le notes. Et ça, c'est une habitude à prendre, parce que sinon, elles vont partir les idées, c'est sûr. Et est-ce que tu as un avis
sur la taille de ton email, c'est-à-dire court, long. Je t'explique. Moi, je me suis abonné à quelques newsletters hebdomadaires, mensuelles, mais aussi quotidiennes. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les newsletters quotidiennes, je me désabonnais si c'était trop long. Parce qu'en fait, recevoir tous les jours une newsletter et en fait, tu vois, finalement, elles sont trop longues, donc tu les lis pas. Et du coup, alors après, c'est parce que j'ai besoin, moi, peut-être d'un contenu qui soit plus court. Mais tu vois, on a parlé de Stan Leloup. Souvent, ces contenus, lui, je les aime beaucoup, mais ils sont très longs et je me désabonne, en fait. Toi, t'es de quelle école, du coup, là-dessus? Déjà, il y a une citation de je ne sais plus quel copywriter, je sais pas, c'est pas Ogilvy ou un truc comme ça, qui dit quelque chose. Alors, c'est je vais dire une connerie, mais c'est à peu près l'idée, qui dit seuls les amateurs ont peur d'écrire des contenus longs. Ouais. En fait, et alors effectivement, toi, en tant que consommateur du contenu, tu peux préférer des formats courts ou des formats longs. Ce qui est sûr et certain, c'est que si tu t'intéresses à un sujet et que le sujet est à la fois de valeur, parce que la notion de contenu de valeur, tout le monde en parle, donc moi je vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là. Un contenu sans expertise et sans intérêt, c'est un contenu que t'as pas envie de consommer. Mais ensuite, il faut être capable de le faire de manière pas trop chiante. Et donc, il n'y a pas de contenu trop long, ou pas d'email trop long, mais il y a que des emails trop chiants. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pas être trop chiant dans l'email. Encore une fois, c'est le fameux Laurent Baffy, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire que tu te fends la gueule. C'est pas un email. Tu vois, par exemple, si on prend Stanislas Leloup, c'est probablement le meilleur dans la thématique du marketing aujourd'hui. C'est celui qui a le plus de valeur. Par contre, ces emails sont pas forcément hyper fun, tu vois. T'es pas là pour te fendre la gueule quand tu lis Stanislas Leloup. C'est pas lui faire un affront que de dire ça, hein. C'est un excellent contenu, mais tu te fends pas forcément la gueule. Donc, soit t'es à mort dans le sujet au moment où tu consommes le truc et tu dis putain, c'est exactement ma thématique, j'ai envie de creuser ça. Et du coup, bah, tu peux passer des heures et des heures à consommer son contenu. Soit bah, t'es pas trop dans ce mood-là en ce moment, et bah, vu que tu vas pas te fendre la gueule, bah, tu vas pas regarder. Enfin, tu vas pas le lire jusqu'au bout, tu vois. Donc, s'il y a pas, je suis pas forcément d'une école court ou long. Moi, j'ai des emails qui, en général, sont assez longs. Mais il y en a aussi des versions très courtes. Faut faire un peu de tout aussi pour surprendre les gens. Et encore une fois, faut avoir une logique un peu de, tu sais, ça fait un peu américain de dire ça. Mais c'est un peu la nuance entre le sport français et le sport américain. C'est que le sport américain, c'est du show. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Tout peut t'arriver. Bah, c'est ça qu'il faut essayer de créer quand tu fais de la newsletter. En tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire. C'est que les gens, ils savent pas à quoi s'attendre. Et que tu peux recevoir un email qui est hyper long, bourré de valeurs et compagnie, comme tu peux recevoir une petite merde avec une vanne dedans et terminer bonsoir. Donc, c'est ça que j'aime bien faire. Et je pense pas qu'il y ait de conseils. Déjà, je suis pas bien placé pour donner un conseil. Moi, je dis ce que je fais et on peut en parler, mais je ne conseille pas aux gens, duplique ma façon de faire et ça va forcément marcher pour toi. Chacun trouve un peu son truc. C'est le principe qu'il y a derrière qui est intéressant. Et je pense pas que dans la notion de principe et dans comment faire de l'argent avec l'email et comment vendre par email, il faut que le texte il fasse plus ou moins tant de mots. Tu vois, ça c'est typiquement ce que je considère comme étant des conseils de merde. Ouais. Tu vois. Donc, et oui, et puis c'est des carcans. Aujourd'hui, on a besoin de s'affranchir de ces carcans. Et puis Thomas, attends, donc toi, un dernier truc, excuse-moi de te couper, mais il y a un autre truc qui est important, c'est que il faut pas être fou. Moi, j'envoie un email par jour, je sais très bien que tous les abonnés déjà ne lisent pas tes emails, hein. T'as forcément des abonnés dedans qui lisent très rarement, puis surtout, bah, c'est pas grave. T'envoies un email par jour, si le mec il en lit 3 dans la semaine, c'est pas un problème, tu vois. Donc, s'il lit pas parce qu'il trouve que celui-ci est trop long ou celui-ci l'emballe pas, bah, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas très grave, tu vois. Oui, d'ailleurs, la délivrabilité de l'email, c'est un sujet, c'est-à-dire que j'avais vu une stat là aussi, en moyenne, les emails sont ouverts à hauteur de 20%, 25%. Si tu arrives à que tes emails soient ouverts à hauteur de 40%, c'est plutôt une bonne stat. Et au-delà, c'est très très bien. Toi, tu as une vue un peu sur ça? Est-ce que tu regardes un peu la délivrabilité de tes emails ou pas forcément? Typiquement, moi, je suis le genre de type qui ne regarde pas ça. Donc, moi, tout ce qui est statistique, taux d'ouverture, taux de clic, tout ça, j'en ai absolument rien à foutre. Je serais incapable de te donner les emails qui cartonnent le plus en taux d'ouverture ou machin truc. Je l'ai fait assez récemment parce que dans l'information papier, j'avais débriefé justement les emails qui avaient le mieux marché, des choses comme ça sur un lancement. Donc, du coup, j'avais les chiffres, mais sinon, je regarde jamais et je conseille aux gens de jamais regarder ça. Parce que je vois pas du tout l'intérêt en fait. Mais après ça c'est mon côté à moi et je suis un peu bébête sur les bords. Mais je vois pas l'intérêt en fait de connaître un taux d'ouverture. Certains vont dire bah c'est un bon mail parce qu'il y a un bon taux d'ouverture.
Ouais, moi je considère qu'un bon mail, c'est le mail qui me rapporte le plus, ou en tout cas Ouais. où les gens voilà, où j'ai la bonne métrique. Tu vois, moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils achètent mon produit à la fin de l'email. Prenons cet exemple-là parce que c'est le plus cru, c'est le plus facile à mesurer. Bon, si j'envoie mon mail et que j'ai fait 10 commandes, c'est mieux que si j'envoie un mail et que j'ai fait 3 commandes. Après, il y a peut-être des gens qui payent la cantine de leurs enfants ou qui payent leur loyer avec des taux d'ouverture. Moi, je fais pas ça, je peux pas faire ça. Donc, clairement, moi, ce qui m'intéresse, pour moi, un bon mail, c'est un email qui vend. Alors, vendre, ça peut vouloir dire pas mal de choses, pas forcément acheter un produit, mais ça peut être l'action que tu te demandes de faire à la fin de l'email. C'est ça qui compte, tu vois. Donc, t'as raison sur les chiffres que t'as donnés. Moi, tu vois, je vais tourner aux alentours des 25% d'ouverture, je pense, au global. Sans pouvoir te faire un point mail par email, je pense que je suis à peu près à ça sur l'année. Ouais. Sachant que 25% de taux d'ouverture, je trouve que c'est plutôt pas mal en envoyant un par jour. Si tu Oui. envoies un email par mois, par exemple, et que tu es que à 25%, c'est pas énorme. Mais voilà, tout est à remettre un peu dans son contexte. Après, moi, les chiffres comme ça, tu vois, sur l'email, j'essaie de dire aux gens, soyez pas obnubilés par ce concept-là, parce qu'honnêtement, ça a peu d'intérêt, sauf si c'est des mails automatisés, par exemple, dans un tunnel de vente où tu veux tester 2 titres ou 2 types de textes, enfin ce genre de truc, où là, ça peut avoir du sens. Mais si tu envoies un email par jour, un email original tous les jours, franchement, si tu commences à regarder tes taux d'ouverture, tu sais, c'est un peu comme la bourse, quoi. Si tu regardes tous les jours Ouais. ou ta crypto-monnaie, si tous les jours tu regardes de combien ça fluctue, tu vas devenir fou avant même de faire un mois d'email complet, quoi. Ouais, donc c'est toujours le message, hein, faire avancer plutôt que théoriser, trop intellectualiser les choses. Le mieux est l'ennemi du bien. Et Ouais. donc tu nous expliques donc t'as fait le choix pour ta newsletter d'avoir une sorte de ton, on va dire humoristique, c'est-à-dire voilà de faire un peu de spectacle. Hmm. Ça c'est une question que je me pose, c'est-à-dire que moi aussi dans ma newsletter j'essaye d'avoir un ton assez on va dire léger avec des gifs qui sont drôles, etc. Je commence aussi à le faire sur LinkedIn depuis quelques jours là. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut se poser hein, quand on veut faire du marketing, faire un marketing un peu, comment dire, humoristique. Est-ce qu'on prend pas des risques justement à se planter? Est-ce qu'on peut tout se permettre? Est-ce qu'à un moment donné, on va pas se tirer une balle dans le pied? C'est quoi un peu ta position là-dessus? Ma position, ma position est Ouais, très extrême sur ce sujet, parce que je sais pas si on peut dire je suis connu, parce que je suis pas connu, mais je veux dire, moi, le marketing que j'affectionne, c'est ce que j'appelle le marketing what the fuck. Donc c'est un marketing qui est très très bourrin et qui ouais. normalement est obligé de faire réagir les gens. J'aime pas cette espèce de marketing un peu où il se passe rien ou machin. Aseptisé, ouais. Ouais, aseptisé, merci, très bon terme. Donc moi, je préfère le truc qui va choquer. Tu vois, moi, j'aime bien que les gens, quand ils voient mon marketing, que ce soit le mien ou celui de mes clients essentiellement, parce que finalement, pour mon activité, je fais assez peu de marketing à part mes emails. Et j'aime bien qu'ils se disent, waouh, c'est scandaleux ce que ces mecs-là font, tu vois. Parce que moi, je suis de l'école façon Ryan Holiday, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu qui est Ryan Holiday, qui est un Non, non, non. marketeur un peu dangereux, qui a sorti un livre qui s'appelle Choumi Me I'm Lying. Donc Ok. croyez-moi, je vous mens en français, euh, qui est un excellent bouquin et où il explique les manipulations des médias et des trucs comme ça. Et je suis beaucoup de cette école-là, c'est-à-dire que j'aime bien faire scandale. Donc je considère que si t'as peur de faire scandale ou Ouais. de faire réagir au sens large, un scandale c'est un bien grand mot, si t'as peur que les gens réagissent négativement à ce que tu fais, a priori, faut surtout pas faire ce type de marketing. Tu vois, si t'as peur que les gens t'insultent sur les réseaux sociaux, faut pas faire ça. Si t'as peur que les gens te renvoient des messages négatifs à tes retours d'email, faut pas faire ça. Maintenant, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je trouve que c'est pas intéressant. Et tu vois, j'avais fait un autre podcast où le nom du podcast que le gars avait choisi, c'était c'était comment déjà? C'était N'ayez pas peur de vous faire détester. Tu vois, je considère que plus les Ouais. gens te détestent, plus t'as des gens qui te détestent, plus t'as des gens qui t'aiment, tu vois. Enfin, détester, aimer, Oui, tu vois bien ce que je veux dire. Exactement comme c'est Apple, tu vois. C'est une marque que les gens, soit ils surkiffent, soit ils détestent. C'est comme ça. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense. Et une fois que tu arrives à faire ça, c'est bon. Et du coup, tu t'intéresses pas, tu vois, pour reprendre l'email. Les taux de désinscription, t'en as rien à foutre. Il y a plein de gens qui vont. Je vois des contenus entiers qui sont rédigés dans l'unique but d'expliquer aux gens pourquoi, comment faire pour ne pas avoir de désinscription dans leur email, tu vois. Je trouve que c'est. Je comprends même pas que des mecs se posent cette question-là. On s'en fout complètement des désinscriptions. Tu vois, si les gens se désinscrivent,
bouf, il se barre, tu vois, Ouais. c'est pas grave. Donc le problème, c'est que les gens sont un peu matrixés par ce phénomène-là, de dire je veux pas trop prendre de risques. Ah ouais, mais si j'envoie ça, ça va peut-être machin, il va peut-être pas être trop content, tu vois, ça va peut-être le heurter ou machin truc. Moi, je mets pas ces barrières-là. Je suis dans le what the fuck le plus complet. Plus ça fait scandale, plus ça me plaît. Maintenant, ça c'est mon école. Et j'ai pas peur de dire aux gens cassez-vous. Tu vois, j'avais écrit un email qui s'appelait Pourquoi je pisse à la gueule de mes clients. La plupart des gens n'oseraient pas faire ça, tu vois. Mais moi, je le fais parce que ça me fait marrer, tu vois. Ça me fait marrer, je trouve ça marrant. Et évidemment, bah oui, j'imagine que, bah, en l'occurrence, sur ce mail-là, je l'avais zioté, ce que j'avais fait exprès. Oui, t'as des taux de désinscription qui sont plus élevés que si t'envoies moins 20% sur tel parfum. C'est évident. Et je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Maintenant, bah, ça a le mérite d'avoir aussi, bah, tu vois, typiquement sur ce mail-là, derrière, je vendais une formation, bah, j'ai fait d'excellents chiffres de vente. Donc, c'est hyper intéressant de constater qu'en fait, ce qu'on te dit de pas faire en général, c'est un peu ce truc de la conseillère d'orientation quand t'es en troisième ou au lycée, tu vois. Elle va te dire un truc, tu vas essayer de faire l'inverse et t'as peut-être des chances de t'en sortir. Bah là, c'est un peu la même chose, tu vois. Des fois, je vois des conseils sur Internet qui sont donnés par des gens qui généralement font pas d'email ou font pas de l'email intelligemment, vont faire ces fameux emails newsletter Sephora. Donc, si t'as pas 200 000 personnes sur ta liste, tu fais pas d'argent, quoi. Et ben, c'est n'importe quoi. Enfin, les conseils sont pas bons. Enfin, moi, je considère. Après, moi, je suis très brutal et je défends un marketing qui ne doit pas être le marketing de monsieur et madame tout le monde. Mais par pitié, faut arrêter de faire des trucs qui ne prennent pas de risques. Si tu prends pas de risques, bah t'as pas de résultat. Hein. Normalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est pareil, un livret A ou crypto-monnaie. Hein. Tu fais ton choix, mais c'est quand même plus fun la crypto, tu vois. Ouais, mais ça a un nom en psychologie. Alors bien sûr, je suis en train de chercher là depuis quelques minutes. Quand tu parles, bien sûr, je vais pas le retrouver, mais que quand on dit de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, et d'ailleurs qu'on te l'impose, souvent il y a un effet psychologique où toi t'as envie de faire le contraire de ce que t'on dit, ce Ah que bah l'on te moi dit. j'appelle ça le symptôme du gosse, tu vois. Hein. Tu dis à un Oui, gamin ça. ne fais pas ça, bah il a qu'une envie, c'est de le faire, tu vois. Mais ça marche aussi chez Mais les adultes. Hein. oui, oui. T'écris ne clique pas sur n'ouvre pas cet email, t'as un bon taux d'ouverture, c'est sûr. C'est con, mais Ouais, ça marche. mais ça a été étudié en psychologie. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que de tout ce qui s'est passé avec la vaccination, hein, c'est l'OMS disait bien, il faut convaincre plutôt que contraindre, parce que Mmh. justement, le fait de vouloir contraindre, tu vas avoir un effet inverse sur une grosse partie, enfin une partie de la population. Ouais, mais carrément. Bon, on va peut-être pas parler de ce sujet tendu, ou alors ça pourrait faire un bon sujet pour cliver sur ta prochaine newsletter. Non, mais carrément, c'est Mais- des trucs. Après, tu t'es pas obligé de partir sur des sujets qui font débat, mais évidemment, si ouais, demain tu prends position sur ce sujet-là, par exemple de la vaccination, et il y en a tout le temps hein, des sujets qui font débat, il y a pas que celui-ci, mais ouais, enfin, t'es sûr que ça part en couille, tu vois, c'est sûr et oui, certain. c'est Tu peux certain. foutre un bordel monstre juste en parlant de ça une seule fois, tu vois. C'est hyper facile. Ouais. Donc, c'est pas difficile de faire du marketing de bourrin, faut juste oser. C'est une Faut question de juste oser. oser l'assumer. C'est un peu ce que dit aussi The Family, hein, le conseil qu'ils donnent souvent dans leurs Hmm. vidéos, c'est soyez radical, soyez clivant, polarisez, parce qu'en fait, quand tu vas polariser ton message, tu vas avoir très vite des fans et très vite des Bah oui. haters. Mais tes fans, comme tu disais avec Apple, tes fans vont te suivre quoi qu'il arrive. Ouais, Et, puis tu vois, euh, ce qui te fait et manger, c'est tes clients, c'est pas les gens qui te détestent. Donc, c'est toi, ce ça. qui t'intéresse, c'est de choper du client. Tu préfères, ça c'est le truc de, tu préfères nani, mais est-ce que tu préfères, je sais pas, peu importe, chacun son objectif, mais si on parle de chiffre d'affaires, est-ce que tu préfères faire 10 000 euros de chiffre d'affaires et avoir 20% de taux de désinscription, donc de gens qui, entre guillemets, te détestent, ou est-ce que tu préfères faire 1000 euros de chiffre d'affaires et avoir zéro taux de désinscription? Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, et même ceux qui nous écoutent pas d'ailleurs, bah, ils ont vite choisi sur ce genre de dossier, tu vois. Donc, bah, c'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que tu fonctionnes justement à l'objectif et te dire je veux ça, voilà le meilleur moyen de le faire? Ou est-ce que, bah, dans ton objectif, tu mets des nuances, genre, ah bah oui, mais par contre, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Et je dis pas qu'il Ouais, faut enlever toutes les nuances. Chacun, ensuite, met sa barrière où il veut, tu vois. Bah, il y a des gens, tu vois, il y a un client à qui j'ai proposé de poser à poil pour que ça cartonne et pour que ça fasse du bruit et qu'il puisse avoir l'attention des gens, bah il a refusé, tu ouais, vois. Bon bah c'est pas grave, c'est pas un problème. Je suis sûr que s'il avait fait ça, on aurait eu beaucoup plus l'attention des gens que ce qu'on a fait au final. Mais peu importe. L'important, c'est chacun met sa barrière. Ah bah non, moi poser à poil en plein centre-ville, ça me chauffe pas, tu vois. Bon bah ok, c'est ouais, pas grave, c'était juste une idée.
Après, chacun met ses limites et l'objectif, c'est d'être en phase aussi avec ce que tu fais. Tu vois, c'est pareil. Si demain, je sais pas, tu fais une affiche où tu vas faire l'apologie du nazisme ou ce genre de conneries, pour ce qui doit être interdit par la loi, j'espère. Mais ce genre de truc, t'es sûr que ça va marcher. Si demain tu fais une affiche et que tu utilises la police nazie, tu vois ce que je veux dire, la police d'écriture nazie, t'es sûr que les gens ils vont se dire, mais attends, c'est quoi ce truc? T'as l'attention des gens, c'est sûr à 100%. Après, bah, tu fixes tes limites. Mais si tu fais ça, pour prendre un exemple, là j'ai pris un exemple un peu bourrin pour le coup, ce que je l'ai jamais fait, mais je suis sûr que ça marcherait, tu vois, de choper l'attention des gens avec ce type de police-là. Après, Oui, bah, c'est vraiment le message, parlez-moi de moi en bien ou en mal, mais parlez ouais, de parler moi. de moi. Il n'y a pas de mauvaise Et, publicité, ouais, c'est un peu ça. ouais. Et alors après, effectivement, il faut trouver son ton et le ton avec lequel on va être en accord et en accord avec soi-même. Effectivement, certaines personnes n'arriveront pas à être clivants et cela, ben, allez plutôt dans la bienveillance et vous trouverez des clients qui cherchent ce ton-là parce que ils ont une entreprise, par exemple, familiale et ils ont besoin de quelqu'un qui a une plume très Mais carrément. bienveillante dans l'écoute et c'est Ouais, puis toujours, tu on peux revient faire, toujours à... tu peux le faire sans être là. Moi, c'est mon style d'être très dans la provocation. C'est mon style. Ouais. Mais tu peux très bien faire ça. Et il y en a qui sont très forts pour choper l'attention sans forcément partir dans des trucs aussi clivants, hein. C'est des choses Ouais. qui se font, mais tu vois, ça doit être ton premier objectif. Tu vois, un conseil marketing global que tout le monde devrait donner avant d'en donner tout un tas d'autres, c'est capte l'attention des gens. Si les gens ils t'écoutent pas, ils regardent pas ce que tu fais, tu peux faire ce que tu veux, ça marchera pas, jamais. Donc il faut que tu captes cette fameuse attention. Trouve ton style pour le faire, mais capte Ouais. l'attention des gens. Et d'ailleurs, dans l'idée de capter l'attention, donc j'avais fait un épisode de podcast sur la prospection avec des envois de lettres manuscrites. Et c'est d'abord pour ça que Hmm. tu es entré en contact avec moi, parce que justement, tu m'as dit que toi, tu étais en train de mettre en place des ventes de formation, mais papier. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, justement, dans cette idée de faire les choses différemment, de capter l'attention? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Yes, bah ouais, bah c'est cool de me poser la question, effectivement. Donc c'est une formation papier que j'ai appelée des Marketing Papers, qui est en fait un programme de formation plus qu'une formation en elle-même, qui va fonctionner par abonnement. Et je vais envoyer une édition, un exemplaire de cette formation papier tous les mois dans la boîte aux lettres des gens. Et l'idée, tu vois, Ok. m'est venue il y a quelques temps, quand j'avais encore l'agence, donc c'était, je pense, en 2016 ou 2017. On a envoyé les vœux aux meilleurs clients, on les a envoyés au format papier, tu vois, avec une vraie Ouais. carte de vœux, avec écrit, où j'avais écrit de ma main, avec une petite anecdote pour chaque client. Alors, on l'a pas fait pour tous les clients de l'agence, on l'avait fait pour les meilleurs clients. Et on avait envoyé ça au format papier. Et ça avait bien plu aux gens, tu vois. Les gens, ils achètent pas, ils t'appellent pas le lendemain. Ouais, en fait, je voudrais refaire une prestation. Mais tu vois, ils kiffent un peu le truc. Parce que forcément, ça va leur rester. Tu reçois envoyer ses vœux par email, je considère que ça sert à rien, par exemple. Parce que tout le monde le fait. Il n'y a pas de poids. Si tu le fais par boîte aux lettres, par format physique, ça va mieux marcher. En plus, à l'écrit. Mais passons ça. Pokawa, tu vois, une boîte comme Pokawa, ils ont vachement bien compris ça. Normalement, sur ton sac, ils t'écrivent toujours bon appétit, à bientôt, enfin des trucs comme ça, mais ils l'écrivent vraiment. C'est stylé, tu vois, ça met une relation. Et donc, du coup, j'ai toujours eu en tête de me dire, ok, comment tu peux faire un produit qui a un peu cette relation-là et ce truc-là. Je connais un autre marketeur qui fait ça, donc qui fait une formation papier que je trouvais vraiment intéressant. Donc ça, c'est le début, en fait, si tu veux, de ma réflexion. Et ensuite, effectivement, bah, il y a le phénomène, tu l'as très justement rappelé, comment tu fais la différence entre toi et les autres marketeurs qui sont sur ce marché-là? Bah, je connais personne, à part donc la fameuse personne, Greg en l'occurrence, qui fait des formations papier. Donc c'est pratiquement la seule formation papier, c'est la seule, pour le coup, qui s'adresse pas forcément à des infopreneurs. Moi, c'est vraiment une formation papier qui s'adresse à des business traditionnels, finalement, au marketing traditionnel. C'est pas juste je vends des formations en ligne, comment je vends plus? C'est des menuisiers, des boutiques, des trucs comme ça. Donc c'est la seule sur ce marché-là, donc effectivement, ça me permet de me différencier des autres, donc ça c'est un premier point. Ensuite, je le vends par abonnement parce que je considère que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu vois, pour Ouais. moi, c'est le marketing. Tu peux pas apprendre le marketing en suivant une formation de 2 heures et ça y est, t'es bon en marketing. Faut y être exposé régulièrement. Faut une formation qui est continue et une pratique et une exposition régulière. Donc l'idée de faire ça tous les mois, pour moi, avait du sens.
Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et le format papier, moi, c'est ce que je kiffe. C'est mon kiff, le format papier. Et je préfère apprendre sur du format papier. Tu vois, je suis incapable de lire un bouquin, par exemple, au format numérique. Je suis incapable de faire ça. Donc j'aime bien le format papier. Tu peux prendre des notes dessus, tu peux mettre des post-it, tu fais des trucs un peu dégueulasses. Mais au moins, tu vas t'en souvenir. Tu dis, ah ouais, j'avais entouré ce concept-là, je m'en souviens. Si c'est sur ton ordinateur, ça va pas marcher. Pareil, c'est un objet. Donc attention, c'est pas les couvertures de JQ et tout, hein. Mais au final, tu as un objet, donc tu peux le toucher. Je sais que j'ai un abonné qui me racontait ça l'autre jour, il le met dans ses chiottes, tu vois, donc il va le relire à chaque fois qu'il va aux chiottes. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Et au final, ça te permet aussi de le partager beaucoup plus facilement, parce que tu vas poser ça sur ta table de machin, puis quand tu as des amis qui vont venir, bah tiens, regarde ce que j'ai. Donc tu vois, tu as une notion un peu beaucoup plus facile derrière de partager le truc. Tout ça pour dire que ce programme de formation, d'abord, il est unique, donc il est censé retenir l'attention des gens, plus facilement qu'une formation en ligne tout court. Et en plus de ça, je considère que c'est de loin ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre, parce que c'est régulier, parce que par abonnement, parce que c'est au format papier, donc c'est là que tu interagis avec le produit en lui-même, donc ça te permet d'être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage, en tout cas pour certaines personnes. Et puis ensuite, j'ai également fait un système qui limite l'accès, c'est-à-dire que je prends 50 personnes et au-delà, je bloque les accès. Donc il y a que 50 personnes qui peuvent recevoir ça par mois. C'était une problématique logistique au départ, et puis c'est devenu un excellent argument marketing, parce que forcément tu vas créer quelque part une sorte de rareté qui fait que les gens, quand il y a une place qui se libère, il faut la prendre rapidement, quoi. Et ça, forcément, ça a pas mal de succès. Donc, tu vois, ça c'est très marketing, mais c'est un truc qui fonctionne bien, tu vois. Donc voilà. Ouais, et le format papier, tu as 99% de taux d'ouverture pour le coup, là. T'as même 100%, j'espère. 100%, ouais, sauf peut-être pour la pub d'Auchan du coin. Ah oui, non, mais bien sûr, ouais, non, mais autant pour moi. C'est ça que tu parlais des puppers. Oui, quand tu payes un document papier, normalement, tu vas ouvrir l'enveloppe. Tu l'ouvres. Et juste pour détail technique, c'est quoi? Tu envoies combien de courriers dans cette formation? Tu en envoies 2, 5, 12? C'est sur combien de mois, en fait? Il y a pas enfin, quand je dis programme de formation, c'est pas t'achètes un numéro et puis tu vas en recevoir 6, tu vois. Il n'y a pas d'engagement, donc chacun est libre de s'arrêter quand il veut, et tous les mois, j'envoie une édition. L'édition du mois de septembre, là, que je vais envoyer à la fin de la semaine, là, on enregistre un vendredi et je l'envoie demain. Et c'est une formation. Là, je suis en train de réfléchir, je sais même plus de quoi elle parle. Mais en fait, c'est un délire. J'ai un trou immense. Mais en gros, on va parler d'un sujet, et le mois prochain, ça parlera de complètement autre chose. Tu vois, ça ne se suit pas. C'est pas un programme de formation au sens, on voit ça, ensuite on voit ci, ensuite on voit ça. Donc, ce qui fait que tu peux le prendre un peu comme des épisodes d'une série à la con. Tu peux rater 3 ou 4 épisodes, et puis tu reviens et t'es pas perdu, tu vois. Le but, c'est vraiment de parler d'un petit peu tout, et de parler d'une manière assez spécifique, sachant que dans une édition papier d'une 20aine de pages, t'as le temps d'appréhender un sujet, de partir en long et en large sur tous ces sujets-là, tu vois. Ok, écoute, vraiment intéressant, hein. Donc, si vous avez envie de vous former au marketing, allez voir. C'est quoi le nom de ton site? C'est lenouveaumarketing.fr. Super. Et la formation donc papier s'appelle les Marketing Papers. Aujourd'hui, j'ai pas de place sur cette formation-là, mais ça se libère régulièrement. Tous les mois, il y a toujours 1 ou 2 places qui va se libérer. Puis je suis pas fermé à l'idée de rouvrir. Comme par exemple cette semaine, j'ai rouvert complètement cette limite-là pour l'exploser. Donc voilà, ça se passe, ça dépend. Puis tout se passe dans la liste email de toute manière. Et tu vois, si je peux donner un dernier conseil rapport à ce fameux format papier pour l'email. Typiquement, tu vois, beaucoup de gens vont donner des tips, qu'est-ce qu'un bon titre ou des choses comme ça. Et moi, je considère que si tu veux que ton mail soit ouvert, ça revient un peu à ce phénomène d'attention, tu vas avoir la même logique que ce que tu as quand tu envoies du papier. Et quand tu envoies du papier, tu vois, quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu as cité les prospectus Auchan, tu as en gros 3 types de documents que tu peux recevoir. Tu as le fameux prospectus Auchan où c'est écrit publicité dessus, tu vois, ça ne se cache pas, c'est de la publicité. T'es intéressé, tu regardes. T'es pas intéressé, poubelle. Limite, tu cherches même pas à comprendre, tu montes pas le palier, tu le ramènes pas dans ton appartement. Le truc, il est jeté, tu sais, en bas dans le truc, poubelle. Ensuite, t'as le bien emballé. Donc ça, c'est les courriers type American Express, pour ceux qui connaissent,
où en gros, bah, t'as une petite enveloppe sympa avec juste le logo de la société, tu vois. Donc tu sais que c'est de la pub, mais voilà, c'est un peu caché et compagnie. Et ensuite, t'as un papier, t'as la lettre que t'envoies à ta grand-mère ou tes parents ou tes frères et sœurs. Alors maintenant, on ne s'envoie plus trop de lettres avec les téléphones et tout, mais au final, t'as ça, où c'est écrit à la main, limite, il y a une faute d'orthographe dans le truc. Bah, celle-ci, t'es sûr et certain que tu vas l'ouvrir. C'est sûr à 400%. Si tu reçois une lettre avec ton nom écrit à la main dans ta boîte aux lettres, c'est sûr que tu vas l'ouvrir. Et ben l'email, c'est la même chose. Si ça pue l'email marketing, la publicité, les trucs comme ça, tu vois, les titres genre moins 30% dans cet email, il y a plein de gens qui vont dire mettez le bénéfice dans le titre de votre email pour que les gens comprennent tout de suite. Moi, je trouve que c'est une idée de merde, tu vois. Parce que bah si tu mets solde, bah peut-être des chances que tu passes dans l'onglet promotion de Google, tu vois. C'est pas impossible, ce serait même normal. Par contre, bah, si t'écris un email qui dit pourquoi je vais pisser à la mi-temps du match de foot, bah, il y a peu de chances que Google, il considère que tu as l'intention de vendre un produit derrière. Donc, c'est un petit peu cette logique-là, tu vois. Donc, tout ça pour faire le rapprochement entre le physique et l'email, finalement, c'est la même logique. Tout est dans les principes et pas dans la technique ou le hack à la mode, le truc qui marche bien en ce moment, quoi. Ouais. Ben écoute, merci Thomas. On arrive presque à l'heure du podcast là, donc si tu le veux bien, je vais passer aux questions de la fin. À moins que tu aies une chose à rajouter sur ce sujet de l'email. Non, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Le tout, c'est effectivement de pas se mettre de limites et de surtout pas écouter ce qui se dit. Il faut faire, tester, et puis faire à sa sauce. Et en général, c'est en faisant à sa sauce que ça marche bien, tu vois. Ok, donc pas se mettre de limites et faire à sa sauce. C'était le bon message Surtout du pas. jour. Est-ce que, donc, j'imagine, tu consommes énormément de contenu pour pouvoir faire ton propre contenu. Est-ce que toi, tu as des contenus à conseiller? Ouais, bah ouais, carrément. Alors, je crois que tu m'avais parlé de livres, de podcasts et de YouTube. C'est essentiellement les types de contenus que je consomme, honnêtement. Donc, après, en termes de livres, je voudrais pas faire dans la redite, mais le livre de base, en tout cas, en ce qui touche au marketing, c'est Influence et Manipulation, euh, qui Ouais. est un grand classique de Cialdini, donc que beaucoup ont souvent déjà lu. Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent cité comme la base du marketing. C'est pas du tout un livre de marketing, tu vois, mais c'est un peu la base. Après, un livre qui, moi, m'a vraiment... Enfin, le livre que j'ai le préféré lire ces dernières années, c'est Écriture, mémoire d'un métier, qui est de Stephen King, qui est à Ok. moitié autobiographique et à moitié tips pour apprendre à mieux écrire, en fait. Et il y a un parallèle qui est hyper intéressant, comme toi, tu es vraiment dans la partie vente, entre lui, il parle de lecteur idéal et la notion de client idéal. Et moi, je suis très attaché à cette notion de client idéal. C'est d'ailleurs marrant que j'ai pas du tout prononcé ce mot-là pendant tout l'épisode. Mais du coup, Stephen King fait un parallèle qui est hyper intéressant là-dessus. Donc même si c'est pas du tout un livre de vente, de marketing ou quoi que ce soit, c'est vraiment un livre que j'incite les gens à lire parce que déjà c'est bien écrit, parce que c'est un vrai écrivain qui écrit. Et en plus de ça, c'est bourré de conseils qui sont facilement applicables à tous les domaines de la vie. Donc, Ben, écoute, enfin, pas écoute, que à merci. l'écriture pure, quoi. Ouais, écoute, merci. Je connaissais Influence et Manipulation, mais je connaissais pas l'écriture, mémoire d'un métier. Ah, Donc, c'est vraiment un super bouquin qui se lit en plus très facilement, tu vois. Moi, je suis pas forcément un lecteur de grande littérature. J'ai pas forcément ouais. cette culture là, mais en tout cas, c'est vraiment un super bouquin. Après, dans un style purement pub, marketing, vente, moi, le dernier, j'ai bien aimé le livre de Jacques Seguela aussi qui s'appelle Coup de pub. Ok. Tu vois, il avait fait Fils de pub, là, il a fait Coup de pub, donc les gens comprendront très bien le jeu de mots. Et en fait, j'adore ce format, tu vois. Si je devais écrire un bouquin, je ferais ça demain. C'est genre, t'as des petits chapitres de 3-4 pages et il te raconte une anecdote d'une publicité, tu vois. Donc, sachant que Ah lui, oui, il a un pas mal. répertoire de publicité qui est quand même très important. Et du coup, il y a plein d'anecdotes. Et pareil, il l'écrit avec une sorte de, tu vois, un ton un peu rigolo. Et c'est hyper intéressant. Alors, moi, j'aime bien Jacques Seguela. J'ai eu la chance d'ailleurs qu'il me dédicace ce bouquin-là pour mon anniversaire. Mais globalement, Super. c'est un mec que je kiffe. Donc voilà, faut aimer aussi là, le ton et le style Jacques Seguela. Mais le format est intéressant parce que tu peux lire une petite histoire avant d'aller te coucher. Ça, c'est un peu comme les nouvelles qu'on lisait quand on était petit. Bah, c'est un peu ça. Donc ça, c'est très cool. Donc voilà pour les livres en tout cas. Après, je veux pas trop, je veux pas te niquer ton temps, tu vois. Parce que je suis en train de parler. Mais voilà pour les livres. Après, en termes de podcast, pour faire un peu plus vite, bah, je vais être chauvin, je vais citer le mien, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Donc le podcast du nouveau marketing,
où je reçois un invité, pareil, un petit peu comme tu le fais toi, pour tchatcher de marketing, etc. Donc ça, c'est déjà un bon point pour ceux qui aiment les interviews. Il y a évidemment Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui est, je pense, la référence francophone en matière de podcast. Et un autre... Il est passé dans celui-là, dans les héros de la vente, Mathieu aussi. Voilà, c'est très belle prise. Très, très, très belle prise. Mathieu Stéphanie, c'est vraiment le numéro 1. Enfin, moi, c'est celui que je kiffe vraiment, celui qui m'a donné envie de faire du podcast, en tout cas. Ouais, d'ailleurs, j'ai bien fait de l'inviter parce qu'il me disait qu'il allait arrêter d'aller dans les autres podcasts parce qu'il n'avait plus de temps. Ouais, tu Donc, je l'ai eu au bon moment, on va dire. Bah écoute, félicitations. Voilà, donc tu viens de me niquer mon rêve, donc je peux pas avoir Mathieu Stéphanie sur mon podcast. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, du coup. Non, mais c'est lui qui va t'inviter. Oui, c'est ça. Tu verras. On verra. Ça, tu vois, c'est un peu une consécration. Tu vois, j'avais eu Grégoire Gambato, moi, sur le podcast, et 2 ou 3 semaines après, il passait chez Mathieu Stéphanie. Tu vois, je lui dis, en gros, là, t'es à l'apéritif, mec. Donc, fais-toi plaisir. D'ailleurs, il s'est fait plaisir, le gars. Donc, il y a ça. Et si je peux juste en placer un petit dernier, c'est un podcast que je kiffe et que tout le monde devrait écouter tellement il est magique. C'est Guerre de business de Lomique Guillot. Qui est un podcast où en fait donc c'est hyper produit, hein, c'est de la super production pour le coup, où il va en fait raconter l'histoire d'une rivalité entre 2 entreprises. Donc ça va être Pepsi, Coca, McDo, Burger King, Facebook, Snapchat. Là, le tout dernier que tu vois, moi j'attends tous les lundis que ça sorte, c'est Nintendo contre Sony. Et je trouve qu'il est magique ce podcast, tu vois, il est génial. Et tu peux l'écouter. Celui de McDo contre Burger King, c'est vrai que c'est de la radio, ouais, effectivement. Il y a des moyens. Ouais, c'est ça. C'est magnifique, ouais. Enfin, moi, je trouve ça génial, tu vois. Je le trouve vraiment génial. Donc, il fallait absolument que j'en parle de ce podcast-là, parce que c'est vraiment celui qui, voilà, quand ça sort, tu vois, limite, faut pas me parler. Laisse-moi, je vais écouter le nouveau Guerre de business, ensuite tu me laisses tranquille, et puis ensuite on pourra parler. Tu vois, donc c'est un super podcast, t'apprends quand même pas mal de trucs, même si c'est sur le ton de l'histoire, c'est de la narration. Ça t'apprend quand même pas mal de choses de quelle est finalement la réalité d'une grande entreprise, et tu te rends compte que la plupart des grandes entreprises sont autant dans la merde, sinon plus que toi, en fait. Ouais, c'est vrai que on voit toujours la médiatisation d'une entreprise, on voit que le positif, mais on n'a jamais le dark side, et on oublie souvent que c'est pas parce que t'es gros et puissant que t'as pas de problème. Que tu peux pas te casser la gueule, ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, dans ces trucs-là, tu vois bien ça. Et donc ça, enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc c'est vraiment le podcast que j'invite à écouter. Il faut évidemment écouter le tien, mais ça, les gens le font déjà, donc ils n'ont pas besoin que je leur dise. Ouais. Ok, très bien, Thomas. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que toi, tu as des routines ou des outils qui t'aident dans le quotidien à être, on va dire, efficace, ou des outils que tu aimes bien, ou des choses que tu fais qui font partie de tes journées et que, pour le coup, ça te permet d'être à l'aise dans ton boulot? Bah écoute, j'aimerais bien être un mec de routine, tu vois. Je vois un gars comme Jean-Charles Curdali, qui est bourré de routines stylées, tu vois, genre il fait de la méditation, il arrive à lire le matin, tous ces trucs-là que je trouve stylés, tu vois, j'aimerais bien être ce genre de type, mais clairement, non, j'en ai pas. Moi, ma seule routine, c'est de me lever à 6h du matin et de faire 20 minutes de sport, c'est tout, tu vois. C'est déjà pas mal, et puis t'as l'envoi d'un mail quotidien aussi, qui est une routine. Alors ça dépend si tu mets ça dans la routine, tout à fait. Mais tu vois, typiquement, voilà, moi c'est 6h, je suis debout, 20 minutes de sport, je mange, je prends ma douche, et ensuite je vais écrire le mail du lendemain, parce que j'aime bien quand c'est instantané, tu vois, quand le mail est instantané. Donc voilà, mais je pense qu'il faut que j'ai pas particulièrement de routine, non, honnêtement, je suis pas un type de routine. Tu vois, pour moi, ce que tu dis là, pour moi, c'est une sacrée routine, et moi, je suis loin de ça. Donc, tu vois, t'as toujours pire ou mieux que toi. Hein, c'est ça, ouais, complètement. Mais j'ai pas de petits mantras, etc. Tu vois. Mais effectivement, ça devient une routine parce que tu le fais sans trop réfléchir. C'est ça qu'il faut faire ça le matin. Donc oui, t'as raison. En fait, c'est une routine. En fait, j'ai une routine. Je suis un mec de routine, en fait. Yes, voilà. Et puis, sur la partie outils, non, moi, comme plein de gens, j'imagine, j'adore les produits Apple. Donc, je kiffe bien Apple et tout l'écosystème qui va autour. Je t'ai cité Bear tout à l'heure, l'application pour prendre des notes que j'utilise tous les jours. Et puis, évidemment... Ça s'écrit comment, Bear ? Ça s'écrit comme le petit nounours, B-E-A-R. Ok. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai dit Beer. Tu vois, je pensais que ça s'appelait Beer, tu vois.
avec mon excellent anglais. Puis ensuite, j'ai compris que c'était un rapport avec Teddy Bear, tu vois. Donc ça y est, j'ai compris. Donc en fait, on dit Bear. Okay. Mais voilà, puis ActiveCampaign pour les emails parce que voilà, je l'utilise tous les jours aussi du coup et que j'adore cette boîte. Ok, top. Écoute, il nous reste 2 questions et après je te laisse partir profiter du début du week-end puisqu'on enregistre un vendredi soir. Yes. Si tu avais la possibilité de un peu comme dans Matrix, t'ajouter une compétence là en quelques secondes, ce serait quelle compétence que tu aimerais avoir? Franchement, ça c'est une question de fou en fait. c'est une question hyper tordue. Écoute, s'il y avait vraiment une compétence à avoir, je pense que je choisirais la téléportation. Ouais. Parce que ça, je trouve ça stylé. Et puis, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux avec la téléportation. T'es libéré justement du problème de temps, tu vois. Donc, téléportation, arrêter le temps, ça, c'est le truc qui me ferait le plus kiffer. Téléportation, tu peux un peu le faire aujourd'hui avec les visios, hein. Ouais, c'est vrai. C'est une sorte de téléportation, quoi. Mais tu vois, enfin, tu peux le faire, mais si je dois aller chercher mon gosse à l'école un vendredi soir et que je suis en rendez-vous, oui. Ben, je vais pas le chercher, tu vois. Je peux pas claquer des doigts et dire, oh, bah, écoute, merci beaucoup. Là, tu vois, il va être 16h30, donc on va y aller, à plus tard. Et hop, je me téléporte et je suis à l'école. Il y a la notion de gestion du temps, quoi. En gros, mieux gérer le temps, qui est, à mon avis, une des problématiques de beaucoup de monde. Ouais, le temps, et puis le temps, tu vois, la notion de temps qui passe. Tout le monde a envie de bloquer un peu un moment dans le temps. Tu dis, putain, là, je suis bien, quoi. Et j'aimerais bien bloquer ce truc-là, ne serait-ce que pas pour le vivre tout le temps, ce serait chiant, mais pouvoir y retourner un peu de temps en temps, tu vois. Dire, bah tiens, là j'ai envie de retrouver ce moment-là précis, etc. Un truc qui est impossible à faire et qu'a priori on arrivera, en tout cas c'est peu probable qu'on arrive à faire ça un jour. Et ça, ce serait un super pouvoir de fou malade. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la vente, mais, non, mais en tout cas... Pour moi, c'est le principe, tu vois, de la photo, de la vidéo, de l'écriture. Hein. C'est un peu laisser des traces du temps sur lesquelles tu peux revenir. Et c'est un peu le principe de l'art. Hein. Carrément. Bon, on va arrêter là parce qu'on devient philosophe. Donc, c'est pas bon signe. Pourtant, c'est pas bon signe, ouais. Ouais, c'est ça. Écoute, dernière question. Est-ce que si tu peux inviter quelqu'un dans ce podcast, tu invites qui ? Bah écoute, en ce moment, je suis en train de bosser avec une boîte de ouf où les mecs sont vraiment trop forts. Les fondateurs sont vraiment trop forts. Et puis c'est de la vraie vente, tu vois. Donc ces mecs-là sont intéressants. Mais je me suis promis que quand tu allais me poser cette question, parce que je sais que tu la poses à tous tes invités, moi j'ai découvert ton podcast par Onur Karapinár, qui m'a conseillé d'écouter notamment ton épisode avec Johan Lopez récemment, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, je te dirais d'inviter Onur Karapinár parce que c'est un juste retour des choses. Et puis il vend un accès, tu vois, à une communauté un peu. Il vend la notion de communauté. Il fait ça de manière assez particulière aussi. C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est un peu mon psy, tu vois, Onur. Donc, quand je parle avec lui, c'est 3 heures direct. Et on parle de tout un tas de trucs et ça change ma journée, tu vois. Donc, son parcours, il est atypique et tout. Donc, donc voilà, donc yes, Onur Karapinár, it's a good man. Ok, bah écoute, il m'a contacté sur LinkedIn, j'ai son bouquin sur les habitudes, donc effectivement, je pense que ce sera un prochain invité sur les héros de la vente. Donc écoute, merci beaucoup Thomas. Je vous invite à contacter Thomas sur LinkedIn, donc c'est Thomas Olivier. Si vous avez des problématiques marketing, si vous voulez, je sais pas, vendre une formation par courrier ou envoyer des mails quotidiens. En parlant de mail, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Les Chroniques de la Vente. Comme ça, on aura fait le tour des newsletters marketing et vente. Et Thomas, bah écoute, merci encore pour ta disponibilité. Je te souhaite une bonne continuation et puis à très vite. Et j'espère que ce podcast apportera des contacts, des clients, des partenaires. Je n'en doute pas une minute. En tout cas, c'était un super moment. Merci à toi, Alex. Allez, salut Thomas, à bientôt. Salut, bye bye. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro.
Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!